Donc, merci à tous d'être dans cette session dédiée à l'écophysiologie forestière. Moi, je m'appelle Fabio Genaretti, je suis professeur en sciences forestières à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et aujourd'hui, donc, nous avons une session dédiée à l'écophysiologie qui prévoit trois conférenciers. Chaque conférencier a un temps de 12 minutes qui sera suivi par la suite à la fin des trois conférences d'une période de discussion de 20 minutes. Donc, je vais commencer parce qu'on a déjà une minute de retard. Et la première conférencière est Valentina Butto, qui est postdoctorante à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et elle va nous parler de l'anatomie de la microdensité du xylème chez l'épinette noire. Donc, c'est à toi, Valentina, tu peux partager ton écran. Parfait, merci Fabio. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une partie de mes résultats de thèse. Ma thèse de doctorat s'est terminée. Mon directeur est de Hubert Morin, mes co-directeurs est de Annie Delaurier et Sergio Rossi. Et ce qui était un chapitre de ma thèse a été mené en collaboration avec l'IRA Orléans. Et il porte sur les facteurs environnementaux et développementaux déterminant l'anatomie et la microdensité du xylème chez l'épinette noire. Donc, on va commencer par introduire le sujet, c'est la densité du bois. Quand on parle de densité du bois, on sait qu'on se trouve face à un bon indicateur de la séquestration du carbone et de la qualité du bois. Donc, son étude, c'est très important pour donner des réponses par rapport à comment est-ce que la croissance va changer avec les changements climatiques, mais aussi pour donner des réponses à l'industrie, car en effet, la densité du bois, c'est un très bon indicateur de la qualité du bois. Et pendant ma thèse, j'ai fait mes études sur l'épinette noire, qui est un très bon indicateur de la qualité que c'est une espèce très importante au Canada, au Québec, et étant donné que sa distribution couvre quasiment tous les pays. Comment est-ce qu'on peut étudier l'évaluation de densité? Moi, j'ai fait ça à l'aide de la modélisation. Je voudrais juste commencer par vous donner ma définition de modélisation. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une parmi l'autre. C'est une schématisation de la réalité. Donc, on part d'une réalité qui est très complexe. On cherche de recréer une figure un peu plus simple. Et comment est-ce qu'on peut faire ça avec les arbres, en particulier avec la densité? On peut regarder différents éléments. À partir de la largeur de cerne, la densité de cerne, ensuite l'anatomie du bois, la microdensité, si on veut aller plus en détail, et après la physiologie et le développement cellulaire qui nous ramènent à un niveau de détail encore plus élevé. Donc, vous comprenez bien qu'en faisant ça, on répond à différentes questions et que l'état des connaissances n'est pas du tout le même, en étant donné qu'en effet, on a beaucoup plus d'informations sur la largeur des cernes que sur la physiologie et le développement cellulaire. En plus, ces informations, elles sont on a beaucoup plus d'informations sur des régions éloignées où on a échantillonné des arbres qui poussent avec des facteurs limitants, juste pour regarder l'effet de l'environnement. Et ce qu'on remarque, c'est que l'épinette noire, il a très peu de réponses au stress qu'on lui impose chez les. Et ça, on l'a vu avec des expériences sur l'anatomie et la phénologie. Et donc, bref, ce qu'on sait, c'est qu'on sait qu'est-ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, si on regarde un peu ces connaissances comme une pyramide, ma tâche, c'était vraiment comme d'inverser la pyramide et d'établir un lien entre le développement cellulaire et la microdensité pour regarder une modélisation un peu plus basée sur les processus. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? J'avais à disposition 5 sites, le long gradient latitudinal. Dans chaque site, j'avais 10 arbres. Et dans ces 10 arbres, on a échantillonné 15 ans de micro-carottes à chaque semaine. Ça veut dire qu'on s'est ramassé avec la série de xylogenèse la plus longue au monde. Et en 2017, j'ai échantillonné des micro-carottes pour l'anatomie cellulaire et des carottes de bois pour la microdensité. Dans les 5 sites, j'avais aussi des enregistrements de température, de précipitation et de contenu d'eau dans les sols à l'échelle horaire. Donc, j'ai pu calculer
à travers différents méthodes de modélisation. Là, pour chaque cellule, dans chaque CERN de mes 15 ans d'échantillonnage dans mes 5 sites, la durée d'élargissement, la durée de déposition des parois, la taille du domaine cellulaire, l'épaisseur des parois cellulaires. Et à l'échelle, pour chaque position dans la CERN, j'ai pu calculer la microdensité. Ça, c'est fait à l'aide d'une technique particulière, c'est avec les rayons X. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça à l'IRA Orléans pendant un stage au laboratoire de Philippe Rosenberg qui m'a permis de calculer le profil de microdensité le long de la CERN, donc le changement de densité le long de toute la CERN a une résolution très fine. Ensuite, pour chaque cellule, j'ai vu calculer pendant la période dans laquelle elle était en train de se développer la température moyenne journalière, le ténor en eau dans le sol et la photopériode, donc la quantité d'heures qu'elle avait de soleil. Ça fait beaucoup de variables. Donc, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est un peu comment est-ce que ces variables sont reliées entre elles. C'est qu'on regarde dans cette TCA, on voit qu'en effet, il n'y a pas un vrai effet site. Tous les sites répondent de la même façon. Mais ce qui est frappant, c'est que la microdensité est très proche aux dynamiques de développement du bois, donc la durée d'élargissement, la durée de déposition des parois. Mais si on veut vraiment étudier les liens entre ces variables et donc aller creuser un peu dans la causalité de ces liens, on peut faire un modèle d'égation structurelle. Il s'agit d'un système de régression, dans ces cas, 3 régressions, qui peuvent nous donner des informations sur comment les variables sont reliées. En effet, l'avantage d'utiliser ce système, c'est que les coefficients de mes régressions sont pondérés sur la base des relations directes et indirectes. En effet, on voit qu'il y a des facteurs qui sont plus exogènes, donc les variables environnementales qui expliquent l'anatomie, qui expliquent la microdensité. Et après, on a en bas des facteurs plus endogènes, les facteurs de croissance, de développement, qui sont reliés directement à l'anatomie du bois et indirectement à la microdensité. Comment est-ce qu'on établit ces liens? La nature des liens doit être appuyée par une littérature très solide. Donc, chaque lien doit être justifié pour établir un cadre théorique très fort. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ce qu'on voit d'abord, c'est que l'épaisseur des parois, c'est le facteur le plus important pour la microdensité. C'est que c'était ça qu'on s'attenait, en effet, c'est logique parce que le carbone, c'est dans la paroi. Ce qu'on s'attenait un peu moins, c'était de voir que le diamètre cellulaire avait une action directe très faible sur la microdensité. Mais en effet, après, on a vu que les liens entre le diamètre cellulaire et la microdensité est plus un lien indirect parce qu'en effet, le diamètre cellulaire, il influence l'épaisseur des parois à travers son poids sur le rapport paroi cellulaire-lumière et pour le fait géométrique qu'il a sur la paroi. Si on regarde les facteurs environnementaux, on voit qu'ils sont reliés de façon directe à la microdensité. Donc, ce qu'on voit, c'est que la photopériode a une importance assez élevée. Et par d'autres études de physiologie, on a observé qu'en effet, une photopériode décroissante augmente l'allocation de saccharose. Et en plus, ce qu'on observe dans les arbres, c'est que la photopériode décroissante fait qu'il n'y a plus d'investissement en sucre dans la tige. Et par rapport à l'eau et la température, elles ont tous les deux une influence positive qui est probablement liée, dans le cas de l'eau, à le fait que dans l'épinette noire, il a été observé que l'eau joue un rôle modulateur pour l'allocation de carbone, ça peut l'augmenter, et qu'en forêt boréale, des irrigations peuvent affecter positivement la densité, car en effet, ce qu'on pense, c'est qu'ils ont une action positive sur les nutriments, sur le déplacement des nutriments. Par rapport
à la température, ce qu'on pense, c'est qu'en effet, la température améliore l'allocation du carbone par rapport à son action sur le rubisco, sur le taux de carboxylation de la rubisco, un enzyme qui facilite ça. Et donc, en effet, qu'est-ce qu'on a appris en faisant cette analyse et ces observations? On comprend que l'action, le fait des variables environnementales sur la microdensité, en effet, il était caché par des ajustements plastiques dans la dynamique de la formation du bois, qui peuvent masquer les réponses climatiques, surtout dans une espèce conservatrice comme l'épinette noire. En effet, ce qu'on voyait dans la BCA, c'était le fait que les dynamiques de formation du bois, elles sont réglées sur des signaux de longue et de courte période qui font que l'épinette noire, il ne répond pas à des variations ponctuelles des conditions environnementales. Donc, s'il fait beau, c'est la saison de croissance qu'on pourrait commencer avant potentiellement. L'épinette noire, il va quand même faire ce qu'il fait toujours en étant une espèce très conservatrice. En plus, ce qui est très important dans cette étude, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'en effet, la densité du bois n'est pas la somme entre le lumen cellulaire et la paracellulaire. Il nous donne des informations différentes et l'effet de ces traits n'est pas additif. Donc, quand on considère la densité du bois, il faut vraiment aller regarder chez chaque espèce comment ces variables sont agencées pour aller avoir des informations qui sont plus réelles par rapport à l'allocation de carbone. Donc, je voudrais conclure par remercier mon directeur et mes co-directeurs dans ma thèse, toutes les gens qui ont fait les terrains qui étaient très longs, très dispendieux. Et aussi Philippe Rosenberg qui m'a accueilli dans son laboratoire, l'ESF, qui a aussi financé mon stage à l'IRAE. Et si vous voulez savoir plus sur cette étude, vous pouvez aller le lire sur New Phytologist car il vient d'être publié. Merci à vous. Et je suis là si vous avez des questions. Merci beaucoup, Valentina. C'était très intéressant. Donc, je vous rappelle, la discussion sera à la fin des 3 conférences.